Bonjour ici Salut là-bas. et bienvenue dans Flash Talk, votre émission citoyenne à retrouver sur France O et LCP. Flash Talk, ça se passe en bas de chez vous. 1 heure des débats, 1 heure pendant laquelle vous avez la parole. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors ici pendant le débat, vous êtes toutes et tous les bienvenus. 2 fois par mois, Flash Talk vous donne rendez-vous à un horaire et un lieu précis, tout simplement pour débattre des sujets qui vous tiennent à cœur. Et pour savoir où ça se passe, il vous suffit de suivre le hashtag Flash Talk. Alors juste derrière nous, il y a la maison de la radio et on va s'y rendre tout à l'heure pour parler des diplômes. Ah bah oui, les diplômes servent-ils encore à quelque chose pour trouver un premier emploi ou au contraire, faut-il se former autrement pour décrocher un job? Finalement, les diplômes, ça sert à quoi? Alors Flash Talk, c'est maintenant, on vous attend. C'est envoyé? C'est parti. Bon, le temps de déballer nos caméras et on vous attend. À tout de suite. Flash Talk, c'est l'émission qui vous donne la parole en live, en bas de chez vous et sur les réseaux sociaux tous les 15 jours. Un sujet, un débat en place publique. Et c'est la Maison Ronde qui nous accueille pour parler des études supérieures. Quelle voie s'offre à nos étudiants? C'est utile de poursuivre ces études? À quoi ça sert d'aller jusqu'au bac? Et pour en faire quoi après? Et oui, parce que Rafale, 1/3 des bac plus 5 sont au chômage 1 an après l'obtention de leur master. Mais tous les diplômes ne se valent pas. Les jeunes qui sortent d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de commerce décrochent nettement plus de CDI que les jeunes titulaires d'un master ou d'un doctorat. Et l'alternance dans tout ça? Eh ouais, l'alternance. Que faire après le bac et pour quels résultats? C'est le thème de notre émission à laquelle ont accepté de participer 3 de nos invités. Exactement. William Martinet, bonjour. Vous êtes le président de l'UNEF, célèbre syndicat étudiant. Vous êtes l'auteur d'une tribune publiée dans Mediapart critiquant la baisse du budget de l'enseignement supérieur pour l'année 2015. Vous craignez un fort recul de la démocratisation des études, que la sélection soit de plus en plus la norme pour entrer à l'université. Vous craignez enfin que les facs se replient sur elles-mêmes et qu'elles ferment leurs portes aux classes les plus populaires. Un de nos autres invités, c'est Aziz Seni qui est avec nous. Bonjour Aziz Seni. Bonjour. Vous avez votre bac, bravo. Oui, il y a longtemps. Félicitations, vous avez même un BTS en transport et logistique, jusque-là un parcours classique, mais vous avez aussi passé une tête à HEC et à l'ESSEC. Vous avez écrit L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier, et vous êtes le créateur des Business Angels des cités pour aider les jeunes entreprises de banlieue à se créer, voire à se développer. Vous allez chercher des talents moins conventionnels, on peut dire comme ça, ceux qu'on ne remarque pas forcément au premier coup d'œil, des jeunes un peu comme vous, finalement, autodidactes, créatifs et motivés, n'est-ce pas? Je me trompe pas, Aziz Seni? Non, mais il faut venir C'est sur plutôt un plateau télé pour entendre dire qu'avec un BTS, on est autodidacte. Je Et vous puis, expliquerai tout à l'heure que dans mon quartier, j'étais l'intello du quartier. Bon, je suis dans votre cas, on va dire comme ça. Et puis enfin, pour débattre avec nous, Alain Finkielkraut. Bonjour, vous êtes philosophe, essayiste et académicien et vous avez enseigné à la célèbre école polytechnique. Pour vous, le problème de nos étudiants aujourd'hui résulte d'un mal plus profond qui prend sa source dans l'enseignement primaire. Votre vision de l'école, de l'éducation nationale est assez sombre et vous nous expliquerez pourquoi. Sans oublier nos invités les plus importants. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ils sont là avec nous sur les réseaux sociaux, hashtag FlashTalk, et tout autour de nous, ils ont répondu présent à notre invitation lancée sur les réseaux sociaux. C'est le public qui est venu très nombreux pour participer également à cette émission FlashTalk. Ma chère Valérie, puisque nous sommes dans une émission qui parle des diplômes, qui parle de l'école, moi je me rappelle de ce que je faisais quand j'étais en cours de récré. Je faisais de la corde à sauter, notamment du double dutch. C'est une petite surprise que je vous réserve. Le double dutch, on va accueillir la Fédération française de double dutch sous vos applaudissements s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, la Fédération française de double dutch.
Merci les gars. On va s'entraîner tous ensemble tout à l'heure. Allez. Alors justement, on va débattre très vite, évidemment, des diplômes. Mais juste avant, je vous propose de regarder ensemble l'état de la situation. Combien de jeunes sortis d'études supérieures sont-ils encore au chômage, peinent à trouver leur premier emploi? Les chiffres et les mots-clés, le tout animé, c'est le Data Flash de Juliette Jean. Vous êtes jeune et au chômage, c'est normal. En réalité, vous aviez une chance sur 4 de pointer à Pôle emploi. En France, alors que 10% de la population active est au chômage, les jeunes décrochent les 25%. Un jeune sur 5 est encore à la recherche d'un emploi 3 ans après la sortie du système scolaire. De quoi se décourager. Mais tout n'est pas perdu. Certains facteurs mènent plus vite au Graal CDI. Suivez le guide. Attention, ces chiffres déprimants ne sont pas une excuse pour zapper les études. Plus le niveau de diplôme est élevé, plus les chances de trouver un emploi augmentent. Autrement dit, ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures ont le taux de chômage le plus élevé. Mais si vous suivez nos conseils à la lettre, vous quitterez les bancs de la fac à Bac+2. En effet, l'écart entre ceux qui ont 2 années d'études supérieures en poche et ceux qui sont allés jusqu'au master est presque inexistant. Alors, à quoi sert d'accumuler les diplômes? Au final, un jeune sur 3 se retrouve surqualifié pour son emploi. Les formations ne savent-elles plus préparer leurs étudiants à l'impitoyable marché du travail? Dans le match université versus grande école, qui gagne? 9 élèves sur 10 titulaires d'un master en université trouvent du travail 2 ans et demi après l'obtention de leur diplôme, quand cette même proportion d'élèves en école n'atteindra qu'1 an et demi. Enfin, dernier facteur qui finira de convaincre les universitaires invétérés, en entrant dans la vie active, les diplômés d'école déclarent toucher au minimum un salaire brut médian de 2 750 €, quand celui-ci est proche du SMIC pour les diplômés d'université. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, 25% des jeunes qui ont pourtant un diplôme ne trouvent pas d'emploi? Écoutez, je n'ai pas d'explication à cela. Les choses risquent de s'aggraver de toute façon. Moins l'école puis les universités seront sélectives, plus les jeunes gens auront de difficultés à trouver un emploi et plus, de manière générale, la société se méfiera des diplômes. Mais simplement, je considère que on ne peut pas, pour penser l'école, se polariser ainsi sur la seule question des débouchés. L'école et aussi l'université jusqu'à un certain point, mais surtout l'enseignement secondaire, a pour finalité première de cultiver les élèves. C'est cela. La culture générale, comme on disait autrefois. Maintenant, on parle plutôt de culture commune. Et c'est cette ambition qui est aujourd'hui peu à peu abandonnée. Mise à mal, oui. Or, maintenant, il s'agit beaucoup plus de les adapter. Et de les adapter à quoi, par exemple? De les adapter au monde qui vient. Et donc au monde du travail. Et leur donner ce dont ils ont besoin pour évoluer à l'aise dans leur environnement. Donc c'est adapter l'école aux besoins immédiats des enfants et aux besoins de l'économie. Cette visée adaptative n'est pas conforme à la finalité de l'école et au bout du compte, elle ne s'avère pas rentable si on veut la réussite pour tous, à tous les niveaux de l'école. Ce sera à la sortie de l'école, le chômage pour beaucoup. Et ça fait déjà réagir notre public venu en masse et qui a été invité via les réseaux sociaux #FlashTalk. Elsa, par exemple, ça te fait réagir ce que vient de dire Monsieur Finkielkraut? Oui, moi je pense qu'un des problèmes, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de sélection à l'université pour qu'il y ait plus de réussite pour ceux qui doivent vraiment aller à l'université. Je pense que tout le monde n'est pas voué à aller à l'université. Il y en a qui ont d'autres talents, des talents plus manuels et qui doivent pas forcément, après le bac ou d'ailleurs passer un bac général, aller à l'université. Et pour que ceux qui ont leur place à l'université puissent réussir, il faut qu'il y ait davantage de sélection à l'université à l'entrée. C'est parce que toi-même, tu as été à la fac, c'est ça?
je suis en première année d'économie et je pense que si l'université se mettait... T'as pas l'air contente. Hein. Je suis contente, mais je pense que si l'université se mettait à être plus sélective, il y aurait un plus grand taux de réussite pour les diplômés de l'université. Et je voudrais ajouter, je ne pense pas que ce soit une objection à ce que j'ai dit, mais aujourd'hui, la sélection est considérée comme un mal qu'il s'agirait de combattre. Malheureusement, on a voulu en passer de l'égalité des chances à l'égalité des résultats avec des slogans aussi absurdes que la réussite pour tous, et tout le monde, à tous les niveaux, aujourd'hui, en paye les conséquences. William Martinet, est-ce que ça vous fait réagir? Bien sûr que ça me fait réagir. Mais je crois qu'au moins... La sélection à l'université? Tout à fait. Mais je crois qu'au moins on est dans le cœur du débat. Ouais, c'est de savoir quel est le rôle de notre système éducatif dans la société. Est-ce que notre système éducatif est là pour renforcer, pour légitimer les inégalités qu'il y a dans la société, ou est-ce que notre système éducatif est là pour produire de l'égalité? Donc vraiment la question de fond derrière ce que beaucoup appellent de la méritocratie républicaine. Et je crois que c'est ça que M. Finkielkraut veut mettre en avant. Mais le problème de cette méritocratie républicaine, donc qui justifie la sélection, c'est que finalement on sait très bien que ce n'est qu'une façon déguisée de cacher la reproduction sociale. Juste un exemple pour illustrer ça. Le fondateur de l'IEP de Paris, de Sciences Po Paris, Émile Boutry, il nous dit quoi dans son discours fondateur au moment de la création de Sciences Po? Il nous dit, bon, maintenant, il y a le suffrage universel. Il y a la démocratie. Maintenant, le problème, c'est que tout le monde va pouvoir aspirer à diriger, aspirer à donner son avis. Il nous faut un système qui nous permette, nous, classe dirigeante, de conserver un privilège. Il faut que nous, on apprenne la politique. Il faut que nous, on fasse des études politiques pour continuer à être la classe dominante. Et je crois que malheureusement, l'IEP, c'est le pire exemple sur ce chemin. Donc, vous êtes déjà, excusez-moi d'intervenir, vous êtes déjà très, très nombreux à discuter avec nous, à talker avec nous sur le hashtag Flash Talk. Il y a par exemple Juliette qui nous dit: est-ce que faire 8 ans d'études après le bac, qui était avant une assurance d'avoir un emploi, a encore du sens, à part vouloir faire médecine? J'ai un étudiant qui est avec moi, qui a séché les cours, je pense, pour participer à Flash Talk. C'est Jens. Ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu avais envie de dire? Aujourd'hui, donc moi je suis étudiant en économie. Moi, ce que j'ai observé, c'est que aujourd'hui, dans la société actuelle, on a des besoins, l'économie a des besoins qui sont de plus en plus spécialisés et de plus en plus diversifiés. Et pourtant, les cursus se ressemblent de plus en plus. Aujourd'hui, le gouvernement refuse qu'il y ait une spécialisation en licence. Ils veulent renvoyer la question de la spécialisation en master. Donc, on ne forme que des personnes sur des cursus généraux, alors qu'il y a des métiers qui aujourd'hui demandent de plus en plus de spécialisation. Voilà une intervention très pertinente qui fera sûrement réagir notre camarade Aziz Seni. Je vais te faire un mot d'excuse, hein. C'était super. Est-ce que vous pouvez entendre ce que vient de dire Elias justement sur la spécialisation aussi des diplômes? Est-ce que à travers toute votre expérience, les gens que vous avez pu rencontrer, est-ce que ça vous parle? Moi, ce qui me choque, c'est toujours ce débat entre tête bien pleine et tête bien faite. Est-ce que l'école est faite pour la culture, s'épanouir, ou est-ce que ce cursus qui dure quand même quelques années est fait pour produire un agent économique ayant pour but de produire dans une organisation économique à but rentable pendant des années? Alors là, il y a une troisième voie? Je pense que ce sont les deux. Heureusement, Alain Finkielkraut disait tout à l'heure que, bien évidemment, si on n'a pas les fondamentaux, mathématiques, orthographe, écriture, expression orale, savoir-faire et savoir-être, j'ai envie de dire le basique, bien évidemment que l'intégration dans le milieu économique sera plus difficile. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un déficit aussi d'orientation, de prévision. On est capable de faire de la prospective. Est-ce qu'aujourd'hui, en amont, dans les lycées, on est capable de transmettre l'information aux lycéens en leur disant, dans quelques années, dans 5 ou 10 ans, c'est tel secteur qui recrutera et dans tel secteur, il n'y a pas de débouché? Est-ce que ce sont des informations qu'on donne? Parce qu'avant d'arriver à dire, il faut de la sélection ou pas sélection, j'ai envie de dire, il faut faire un petit peu de prévention, en amont, informer, parce qu'il y a une responsabilité aussi du choix. De la prévention, de la prévision? Les deux. J'ajoute un élément. Aujourd'hui, la première source de recrutement en France, c'est pas Pôle emploi, c'est pas la PEC, c'est la cooptation. Le CV qui se retrouve dans ces PME ou chez le DRH en haut de la pile parce qu'un tel connaît un tel qui connaît un tel. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est aussi cette brique réseau. Alors on a les réseaux sociaux, vous les utilisez très bien dans cette émission, mais est-ce qu'aujourd'hui, à la fac ou même au lycée, on utilise ces réseaux? Est-ce qu'on les a intégrés
dans la pédagogie pour pouvoir aider ceux qui sont là et qui demain devront trouver un emploi à utiliser ces outils, parce que l'enjeu, il est vraiment là, qu'on soit issu d'un quartier ou d'un milieu rural ou bien issu du 16e arrondissement de Neuilly. Le réseau d'abord. Aziz Seni, ça tombe très très bien que vous parliez de réseau et de pôle emploi. C'est malheureusement de plus en plus vrai. La course au diplôme ne mène pas forcément à un job. Entre autodidacte et surdiplômé, comment se faire une place sur le marché du travail? Notre humoriste Dikosh se prend pour un recruteur. C'est l'œil de Dikosh. Écoutez, monsieur de France, votre profil est intéressant. Une licence, c'est bien. Mais un master, c'est beaucoup mieux. Vous comprenez? Vous savez ce que je vous propose? C'est de revenir dans 2 ans. Master en poche, et là, j'aurai un poste à vous proposer. On fait comme ça? On se revoit dans 2 ans? Allez. Suivant. Alors, monsieur de France, ce master. Ah, ben il est là, le master. Félicitations. Ah. Ça manque un peu d'expérience, par contre, monsieur de France. Je crains que ce soit un peu juste pour le poste à pourvoir. Vous savez ce que je vous propose, monsieur de France? C'est de revenir dans quelques années, avec un peu plus d'expérience. Et là, le poste sera pour vous. C'est un poste pour vous, j'en suis sûr, monsieur de France. On se revoit dans quelques années. On fait comme ça. Merci d'être passé. Suivant. Bonjour. Bonjour. Tenez, Vous êtes? monsieur de France, vous m'avez dit de revenir il y a 20 ans. J'ai beaucoup travaillé entre-temps et je suis désormais prêt à occuper ce poste. Monsieur... Ah, mais oui, monsieur de France! Mais ça me fait plaisir de vous revoir, monsieur de France. Oh là là, mais très beau parcours en plus. Merci. Dites-moi, ça vous fait quel âge aujourd'hui? Moi, 43 ans. Vous savez, nous, ce qu'on recherche, c'est du dynamisme, des jeunes, du sang frais, un œil nouveau. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crains que ça va pas être possible, monsieur. Ça va pas être possible pour nous. Mais je peux vous souhaiter une bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Suivant. Il n'y a plus personne, monsieur. Vous avez recalé tout le monde. Ah bon? Bon bah ok Janine, merci. Hey! Tu recherches un job? Quoi, t'as quoi? Licence, master, doctorat? CAP? Ah, c'est pas grave, vas-y, je te le donne le poste. Viens! Il est pour toi! CAP? C'est ton niveau, gars. De toute façon, les décisions, c'est moi qui les prends. Voilà, en tout cas, un sujet, un reportage, une fiction ou pas de Dikosh qui a bien fait rire Hicham, qui a répondu favorablement à notre invitation lancée sur le hashtag FlashTalk. Toi, ça te fait marrer, ça, hein? Ça t'est déjà arrivé ou pas? Très souvent, depuis 5 ans quand même, parce que titulaire d'un Master 2 en mécanique générale, un secteur qui recrute énormément. Que je fasse un Master 2 ou que je fasse une école d'ingénieur, c'est totalement différent. Alors que quand on épluche, on regarde le contenu, on fait quasiment la même chose en termes de formation. Donc c'est juste sur les termes. Que je vienne d'une école d'ingénieur ou d'école de commerce ou d'une université, j'ai quand même fait un parcours, j'ai fait des études, j'ai appris des choses et qu'on peut utiliser dans tous les secteurs. Et ça, en général, c'est les grosses entreprises, les grands noms du fleuron français qui réagissent encore comme ça, à dire que vous avez une école d'ingénieur, je vous prends, vous avez un Master 2, je réfléchis. Merci Hicham, je pense que ça va faire réagir nos invités. Hein. C'est très intéressant. Pourquoi c'est encore comme ça aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui une entreprise préférera toujours prendre quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur plutôt que quelqu'un qui sort d'une université quelconque? Vas-y Seni. Est-ce qu'on a impliqué les entreprises dans l'organisation des cursus à l'éducation nationale? Mais alors est-ce qu'on doit les impliquer? Mais bien évidemment qu'on doit les impliquer. C'est un partenaire et aujourd'hui, ce partenaire, il a quelques freins à pouvoir rentrer dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Parce que si on parle économie et qu'on met de côté les entreprises et que cette formation qu'est l'école, que ce soit dans des écoles d'ingénieurs à l'université et que ces entreprises n'ont pas le droit de citer dans ces endroits, oui, bien évidemment, il ne peut y avoir qu'une difficulté à l'arrivée. William Martinez, qu'est-ce que ça vous évoque là? Le fait qu'on se rapproche du coup des entreprises pour faire nos programmes à l'université? Mais on peut se rapprocher entre université et entreprise, mais le problème c'est que la question est toujours dans le même sens. Qu'est-ce que les universités, qu'est-ce que les étudiants peuvent faire pour les entreprises et jamais l'inverse? Par exemple, il y a une question qui n'est que très rarement posée, qui est la question de la reconnaissance des qualifications. Si une université donne une formation qui fait que le jeune est productif, et je crois que notre génération est celle qui est la mieux qualifiée, celle qui est la plus productive quand elle arrive sur le marché du travail, et donc quelle reconnaissance on donne à ces qualifications?
en termes de normes d'emploi. Donc est-ce que c'est un travail précaire ou un CDI? Donc à Bac+3, à Bac+5, est-ce que l'université, elle a une obligation de reconnaître ses qualifications, je le disais, en termes d'emploi et ensuite en termes de rémunération? Et le problème, c'est qu'actuellement, la discussion, elle marche que dans un seul sens. Les entreprises expliquent il faut professionnaliser les formations, il faut que tout de suite sur le poste du travail, les jeunes soient performants dès le début, mais à elles, on ne leur pose pas la question, ces jeunes qui sont utiles, qui sont indispensables pour faire tourner l'entreprise, comment est-ce que vous reconnaissez leur formation? Alain Finkielkraut. Écoutez, il faut quand même... Vous avez été professeur à Polytechnique, qui est une grande école. Oui, c'était une grande école. J'avais la chance d'enseigner à Polytechnique. J'enseignais dans un lycée technique quand j'étais plus jeune et dans des conditions qui ne sont plus celles d'aujourd'hui. Bien sûr. Il faut quand même savoir une chose, c'est que le métier de professeur aujourd'hui n'attire plus personne. Évidemment. Il y a des jeunes gens très brillants qui soit refusent de passer l'agrégation pour n'être pas professeur et qui, lorsqu'ils passent l'agrégation, essayent d'éviter à tout prix l'enseignement. C'est une situation absolument terrible. L'enseignement fait peur. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit que l'essentiel, c'est de tenir votre classe. L'essentiel, lorsque j'enseignais, et il n'y a pas si longtemps que ça quand même, c'était de transmettre le savoir dont j'étais le dépositaire. C'était ça. Et personne, en plus, ne faisait la guerre au cours magistral. Le cours magistral, c'était le cours. Voilà. C'est comme ça qu'on enseigne depuis les origines de l'Occident. Depuis Platon et Aristote. Et bien maintenant, on vous dit que le cours magistral, c'est l'abomination de la désolation. Mais on apprend quand même beaucoup plus de choses avec l'arrivée d'Internet. Non. Alors ça, écoutez, là encore, Internet, on vous explique que c'est la solution. Internet n'est pas la solution. Internet est une des parties du problème. Pour sauver l'école, il fallait déconnecter l'école. Nous menons la politique inverse, alors même que beaucoup de parents s'arrachent les cheveux en voyant que leurs enfants sont connectés tout le temps et même jour et nuit. Comment faire pour les arracher à leur écran, que ce soit à l'écran du portable, que ce soit l'écran de l'ordinateur ou de la tablette. Et à l'école, on fait exactement l'inverse parce que nous souffrons du fétichisme de la technologie. C'est notre dernière superstition, le progrès technologique. Et c'est très dommage. Et je suis vraiment désolé, je vais devoir vous remettre la tête dans l'écran, en tout cas, puisque vous êtes des centaines à participer à notre débat, voire plus, avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple une question, le problème ne serait-il pas plutôt l'orientation des élèves que la sélection? Est-ce que les formations sont assez professionnalisantes? Et il y a aussi Angela qui nous dit « Je pense qu'il faudrait aussi arrêter de dévaloriser la filière pro ». Justement, les filières courtes, Léa, on peut en parler une seconde? Ça te fait réagir, toi? Alors, on peut en parler. Moi, je pense que le problème n'est pas tant le diplôme ou la filière courte, mais surtout le métier. Je pense à l'expérimentation, à la professionnalisation. On a beaucoup de jeunes ici. Moi, je pense qu'il ne faut pas vous décourager. N'allez pas forcément vers les entreprises du MEDEF. Il y a 138 000 entreprises PME qui emploient 22% des salariés. On n'y pense pas. Donc, il faut aussi repenser au marché du recrutement en France. Penser à l'expérimentation. Je pense que la solution, une des solutions en tout cas, consiste à créer un pont, une passerelle entre l'entreprise et l'école le plus tôt possible. Merci Léa. Aziz Seni, vous êtes d'accord avec ça? Non seulement je suis d'accord, mais ça renvoie à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le petit reportage, c'est-à-dire que les élèves, par exemple, qui sont en alternance dans les entreprises, arrivent plus facilement à retrouver un emploi. Les Allemands sont des grands spécialistes sur le sujet de la formation en alternance. Bien évidemment, plus on rapproche de l'entreprise, plus on rencontre, d'ailleurs c'est valable dans beaucoup de monde, quand on rapproche deux sphères qui ne se connaissent pas, un certain nombre de barrières tombent et on peut se retrouver à dialoguer et à intégrer. Comment vous expliquez que les filières courtes sont généralement en France dénigrées? Écoutez, c'est difficile de dire... Mais c'est super sympa comme discours, le travail manuel, c'est bien, etc. C'est toujours à la même France et aux mêmes gens qu'on explique qu'un CAP plomberie ou monter sur des échafaudages, c'est sympa. Non, moi, je viens de Mantes-la-Jolie. Du tout. Je vais vous expliquer une chose. Je viens de Mantes-la-Jolie. Dans mon collège, j'ai jamais vu l'ordre des avocats passer dans ma classe, venir m'expliquer que c'est super sympa. Je doute que la Fédération française du bâtiment aille dans le 16e arrondissement ou à Neuilly expliquer que la France manque de bras sur les chantiers. Tout à fait. Mon épouse est professeur. Je dis souvent que le travail manuel et les formations professionnelles seront revalorisées le jour où les professeurs des filières générales, le soir à dîner,
en discutant avec leurs enfants, diront « Tu sais, fiston, c'est bien d'être menuisier. » Eh bien, Je j'attends pense cela aussi que dans avec certains impatience. cas, les filières longues peuvent être un handicap. C'est-à-dire être surdiplômé Ah bah, n'est ça pas mène pas à un grand-chose must. non plus. Mais pensez à des filières qui recrutent. La robotique, c'est un métier d'avenir. Il y a les services à la personne, l'aéronautique, le bâtiment, l'artisanat. Bien sûr, Alain Finkielkraut. Je voudrais dire un mot, parce que ces références incessantes au 16e, au 6e, au 7e arrondissement, en parlant de reproduction sociale, on a l'air de penser qu'il suffit pour entrer dans une grande école de fournir une fiche d'état civil. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire où que vous soyez, certes, vous avez plus de facilité si vous venez d'une famille aisée et d'une famille d'héritiers, mais les nouvelles classes dominantes ne sont plus des héritiers, donc ça, c'est fantastique. Mais en tout cas, c'est très, 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 très difficile de passer un concours. C'est extraordinairement difficile, et le fait d'être originaire, d'être né dans une famille bourgeoise, ne vous dispense absolument pas du travail inouï, de l'effort incroyable que cela demande. Premier point. Deuxième point, vous parlez... Est-ce que c'est un effort qui se justifie ? Comment ? C'est un effort qui se justifie, oui, bien sûr, puisque ça vaut la peine. Passer un diplôme, ça vous permet pas nécessairement, mais enfin... Ça vous définit oui, sur un temps donné ? de toute façon, il faut savoir, si vous voulez, que l'école, à quelque échelon que ce soit, demande des efforts. C'est toujours difficile. C'est vrai. Et cette difficulté se justifie, ou en tout cas, elle est la justification même de l'école. Alors on parle de nous, mais partons un peu voir ce qui se passe ailleurs. Alors qu'ici, en France, certains dénoncent la faillite du système, d'autres préfèrent prendre leurs valises et partir étudier à l'étranger. Pourquoi nos étudiants rêvent-ils tous d'étudier aux États-Unis ? Pourquoi le modèle scandinave est-il toujours pris en exemple ? Comment font les Coréens pour cumuler autant de diplômes ? Un voyage à travers le web grâce au Story Flash. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Quand on parle diplôme, il y a deux écoles. Ceux qui disent que ça ne sert à rien pour réussir, Steve Jobs en témoigne, et ceux qui disent pour trouver un emploi, les études supérieures, il n'y a pas mieux. Ce que résume bien cette punchline de Dialecticus. Statistiquement, le diplôme semble être un passeport pour l'emploi, souligne Bertrand Pancher. Or, le chômage des jeunes explose. À qui la faute ? C'est la valeur des diplômes et leur utilité qui est désormais mise en cause, et plus globalement, le rôle de l'enseignement. Est-ce la faillite d'un système ? Pour certains, comme Farge Maxime, plus de sélection pourrait revaloriser les diplômes. Et ailleurs, ça donne quoi ? Aux États-Unis, longues études riment avec bon salaire. Mais cela coûte très très cher, si bien que certains étudiants suspendent temporairement leurs études pour commencer à travailler et rembourser leurs frais de scolarité. Et ce système ne garantit pas d'avoir un emploi adapté, la moitié des jeunes diplômés sont surqualifiés pour le poste qu'ils occupent. Côté Allemagne, c'est l'apprentissage qui semble être la clé du succès pour trouver un boulot. En Corée du Sud, on mise sur la compétition à tout prix entre les élèves pour décrocher l'entrée dans les meilleures universités. Le diplôme règne ici en maître, le suicide aussi. Reste la Finlande, le meilleur système éducatif au monde mélange mathématiques, littérature et histoire, tout en faisant un suivi rapproché des élèves. Alors, quel modèle suivre ? Les modèles étrangers sont-ils des exemples absolus ? Rien n'est moins sûr. Et regardez ce que j'ai pêché sur le hashtag FlashTalk. Et il a répondu à notre invitation. Bah oui, regardez, c'est un beau poisson qui a été nagé aux États-Unis. Oui. C'est Alexandre. Alors toi, t'es carrément parti. Oui, je suis carrément parti, en fait, dans le cadre d'un échange. Et pour reprendre un peu des discussions qu'on avait, et sur justement l'implication des entreprises à la fac ou dans les collèges, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elles ne sont pas moins présentes, parce qu'elles ne participent pas au programme, par exemple, mais elles sont plus visibles par les étudiants. Elles proposent des colloques, elles organisent des conférences pour qu'on se professionnalise, pour qu'on voit les opportunités qu'il y a après le collège, soit au niveau licence, en fin de compte, comme en Bac+3 pour nous, ou après au niveau master, mais là, c'est un peu plus évolué, quoi. Voilà une belle intervention, puisqu'Alexandre a dit 2 fois college. Exactement, avec un très bel accent. William Martinet, justement, l'exemple américain, ça devrait inspirer nos universités ? L'exemple américain, ça veut tout et rien dire. Si on parle de l'exemple américain
par exemple pour les frais d'inscription, évidemment c'est pas un modèle. On Je sait pense à ça notamment. endettement extrêmement fort, Exactement. dissuasion, autocensure des classes populaires Bien sûr. pour accéder à l'enseignement supérieur. Là, la dette étudiante aux États-Unis a dépassé les 1000 milliards d'euros. C'est Exact. une préoccupation de Barack Obama en ce moment. Donc je crois qu'évidemment tout ça n'est pas un modèle. Alors, Mais qu'est-ce qui vous inspire alors? il y a d'autres choses qui peuvent nous inspirer, notamment sur les pratiques pédagogiques. On a en France, en particulier dans les universités, des pratiques pédagogiques qui sont archaïques, qui reposent sur effectivement le principe du cours magistral, celui d'Aristote, Platon, etc. Sauf que l'enseignement supérieur a changé, les étudiants qui accèdent à l'enseignement supérieur ne sont plus les mêmes, et on sait très bien que dans les premières années universitaires, ces cours magistraux où l'enseignant-chercheur, pendant 2 heures, il développe son savoir, l'étudiant il doit être là, passif, écouter, noter. On sait très bien que tout ça, ça provoque une sélection des étudiants, tout simplement parce qu'il faut avoir des codes culturels pour réussir à suivre ces cours, pour réussir à valider ces examens. Et donc les jeunes qui n'ont pas ces codes culturels, généralement les jeunes des catégories populaires, on le voit très bien, ils échouent. Et donc quand je dis modèle aux États-Unis, mais pas que aux États-Unis, parce que finalement c'est vraiment une pédagogie très franco-française d'être enfermé sur le cours magistral. On peut avoir des réflexions et se dire pourquoi est-ce que dès la première année, on ne fait pas le lien déjà entre la théorie et la pratique. Donc ça, par exemple, ça se fait dans beaucoup de formations aux États-Unis, mais non, en France, on préfère rester sur le modèle d'Aristote et Platon, ce qui est sûrement très intéressant pour les livres de philosophie, mais pour la démocratisation des études, il y a des limites. Alain Finkielkraut, ça vous... Écoutez, je ne sais pas quoi répondre. Je trouve ce discours un peu inquiétant. Je ne vois pas quel code culturel il faut posséder pour écouter un cours, dès lors que le professeur choisit la voie de l'explicitation, ce qu'il fait en général. Mais le professeur est à l'école et à l'université aussi, il est l'intercesseur des morts. Voilà. Les morts parlent aux vivants et ils le font dans l'institution scolaire. Et il est très important de rappeler à nos contemporains qu'il y a eu de l'humanité avant eux. Et cela est en train de disparaître au nom, encore une fois, des valeurs de démocratisation. Mais la véritable démocratisation, c'est précisément de mettre cet héritage, l'héritage de la noblesse du monde, disait Malraux, à la portée de tous. Avec la disparition du cours magistral, c'est à la liquidation de l'héritage qu'on assiste, puisqu'on nous dit de toute façon, les bourgeois y ont accès par droit de naissance, le mieux c'est d'en finir avec cet héritage, comme ça mettra tout le monde à égalité. Le monde est plein d'idées démocratiques devenues folles. Il ne faut jamais oublier que Rimbaud était premier prix de versification latine. Ça doit nous aider aussi à réfléchir sur la véritable vocation de l'école et sur les conditions qui doivent être réunies pour la naissance, l'apparition et le développement de la singularité de chacun. Vas-y, Séni. Un chiffre, monsieur Finkielkraut. 50% des énarques sont fils d'énarques aujourd'hui. Ah oui. 60% des enfants d'ouvriers sont ouvriers à leur tour. Si dans ce pays, il n'y a pas une reproduction des classes sociales, et la classe sociale est reproduite d'abord par le cursus scolaire, bien évidemment, le concours est identique pour tout le monde. Mais bien évidemment que la préparation de ces athlètes intellectuels n'est pas la même. Et donc, quand on arrive le jour de la compétition, on n'est pas entraîné de la même manière, on n'a pas eu les mêmes chances. Et donc, forcément, à l'arrivée, ça se traduit par une réalité statistique. Une réalité statistique, d'accord. Simplement, je voudrais dire que le recrutement de l'école polytechnique était plus démocratique dans les années 50 qu'il l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que la prétendue démocratisation de l'école a abouti au contraire de ce qu'elle voulait faire. Il faut réparer l'école. Et une fois qu'on aura vraiment réparé l'école, alors peut-être, en effet, le recrutement des grandes écoles et des universités sera un peu plus démocratique. Je discutais avec Sabrina, qui est juste avec moi pendant que M. Finkielkraut parlait, et quelqu'un qui est bardé de diplômes. C'est ça, Sabrina, je ne me trompe pas? Bardé, oui et non. Enfin, j'ai un bac+5 en commerce international, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait de l'alternance, je suis partie 1 an en Angleterre et je suis au chômage. Donc voilà, ma question c'était comment... Je cherche du travail, déjà donnez-moi du travail. Bonjour, vous pouvez m'appeler. Bonjour.
Non, mais voilà, comment on fait pour s'en sortir de tout ça? Comment on fait surtout pour aller à l'étranger? Peut-être une question à Monsieur Martinez. Comment, avec ce cursus-là, on peut aller à l'étranger, s'en sortir et trouver un emploi à l'étranger? Une question, Monsieur Martinet, évidemment, Oui. de l'UNEF. Mais est-ce que c'est ça la solution, c'est d'aller à l'étranger? Parce que nos universités vont trop mal aujourd'hui et du coup, allons voir ailleurs ce qui se passe. Pour les jeunes qui ont des qualifications, la question c'est plutôt la succession de contrats précaires et de périodes de chômage. Je ne sais pas si ça correspond à ton Enchaîner les cas petits personnel. boulots, Voilà, c'est exactement Ou les ça. stages aussi. Voilà, c'est malheureusement, les stages. Donc maintenant, les stages hors cursus sont interdits. C'est forcément un contrat de travail, mais ça peut être de l'intérim, du CDD. Et donc, quand on additionne intérim, chômage, CDD, chômage, re-intérim, ça fait monter les statistiques. Et c'est une autre forme de précarisation. Donc moi, évidemment, je ne pense pas que la solution à ça, une solution individuelle, évidemment que je peux comprendre, qui soit d'aller à l'étranger. Peut-être que moi aussi, je me retrouverai dans cette situation quand j'aurai fini mes études. Mais en tout cas, je ne pense pas que ça puisse être la réponse de la société, du système éducatif, de dire aux jeunes Français partez à l'étranger, partez aux États-Unis si vous voulez trouver du boulot. Donc à mon avis, il y a quelques réponses à apporter à ça. Déjà, une première qui est importante, alors là aussi je ne sais pas si ça te concerne directement, mais en France, on a une discrimination contre les jeunes qui est scandaleuse sur l'accès aux minima sociaux. Quand on est un jeune et qu'on a moins de 25 ans, on vous explique, si vous n'avez pas de boulot, si vous ne touchez pas le chômage, vous n'avez pas le droit non plus au RSA. Bon, ça c'est le premier sujet. Et puis le deuxième sujet de fond, et je vais m'arrêter là-dessus, mais c'est le plus important. La question, c'est quelles sont les politiques d'emploi des entreprises. Qu'on ne nous explique pas dans ce pays que les entreprises n'ont pas besoin des jeunes qualifiés pour fonctionner. Et même, je suis sûr, peut-être pas, ça dépend des situations, mais que dans tous les contrats précaires que tu as fait, tu as bossé dans l'entreprise, tu étais indispensable pour fonctionner, sauf que le problème, c'est qu'on t'a viré au bout de 2 mois de CDD. Je sais pas, j'illustre. Et sauf que c'est un jeune après qui est revenu et que l'entreprise, elle était très contente. C'est du contrat précaire, c'est flexible, c'est ce qui coûte le moins cher. Encore une fois, tu es très productif parce que tu as un bac plus 5, mais ça, l'entreprise, elle refuse de le reconnaître. Et il n'y a pas de raison qu'on nous explique que parce qu'on est jeune, on doit accepter cette précarité. Aziz Seni ? Oui, je vais forcément réagir parce que les entreprises, juste un petit rappel, 4 millions d'entreprises françaises, 3,5 millions d'entreprises de moins de 50 salariés. Donc le tableau qui est dressé de la méchante entreprise qui, avec son fouet, exploite le pauvre étudiant précaire ou cherche absolument à rentabiliser son actionnariat au Nasdaq ou au CAC 40, on va peut-être arrêter les clichés. Malheureusement, c'est les chiffres. Mais non, c'est pas les chiffres. Je me tais. Tu parlais de réalité statistique tout à l'heure. Les 2 tiers des CDD dans notre pays, ce sont des jeunes. D'accord, ce sont des jeunes, très bien, mais les entreprises, ils sont en CDD. Il y a une raison pour laquelle ils peuvent être en CDD. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'endroits dans les entreprises où ça se passe mal. Je dis simplement que stigmatiser les entreprises, et je le redis, 4 millions d'entreprises, 3,5 millions de PME de moins de 50 salariés, je trouve que c'est un peu gros faire des généralités, tout comme on en fait sur les jeunes. Vous ne voulez pas qu'on en fasse sur les jeunes, il ne faut pas en faire sur les entreprises. Si j'avais un petit conseil, et je vous donnerais bien volontiers un coup de main sur le sujet, c'est d'intégrer des réseaux, de taper l'incruste parfois, parce qu'on ne vous attend pas. Les portes sont fermées, et passez par la fenêtre. Il y a des réunions, par exemple, de DRH, je le conseille souvent à des jeunes qui cherchent du travail. Il y a des réunions de DRH qui se passent un petit peu partout, à Paris, dans les grandes villes, etc. N'ayez pas peur de vous incruster, de pousser la porte et d'aller pousser votre CV. Vous verrez, le culot, ça paye généralement. Mais je ne dis pas que c'est la solution, c'est juste une piste. D'accord. Juste une petite question, en faisant ce type de recrutement, vous n'avez pas peur de favoriser certaines personnes plutôt que d'autres qui n'ont pas de réseau, justement ? Écoutez, moi je suis chef d'entreprise. Ce que je sécurise, c'est la prestation de service et mon organisation. Donc moi, je dois aller très vite. Le temps de l'entreprise n'est pas celui de l'éducation nationale. Le temps de l'entreprise n'est pas celui de l'administration. Donc il faut que je trouve quelqu'un vite, compétent et recommandé, bien évidemment. Alors oui, c'est vrai. Seni, voilà, je te présente Sabrina. Voilà, J'espère que tu vas très vite l'embaucher. Elle va laisser son CV à la fin de l'émission. Sabrina, on a quasi trouvé une solution. C'est plutôt cool. Je promets de lui donner un coup de main. Voilà, c'est réglé. Du réseau, il est là. Et justement, dans Flash Talk, on passe en revue tous les systèmes d'ici, d'ailleurs, public, privé, formation continue, alternance. Mais il existe d'autres chemins, comme celui de l'école 42, entièrement financée par fonds privés, totalement gratuite pour ces étudiants triés sur le volet. Mais attention, même le concours d'entrée dénote avec les examens jusqu'ici connus. Notre amie Valérie est allée tester pour vous l'école 42.
Boulevard Bessières dans le 17e. Ce n'est pas encore la banlieue, ce n'est pas non plus la partie cossue de Paris, mais c'est ici que Nicolas Sadirac a fondé avec un certain Xavier Niel l'école 42. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'école 42. C'est un plaisir. Alors, vous allez m'expliquer un petit peu comment et pourquoi vous avez créé cette école? Cette école, elle a été créée principalement pour répondre à un problème de pénurie de ressources humaines dans le développement et dans l'innovation dans le numérique. Donc on était en face d'une situation où on considère qu'il manque à peu près 100 000 développeurs actuellement en France. Vous vous substituez un peu à l'éducation nationale? Non, je dirais pas ça, parce qu'on répond quand même à une problématique qui est une problématique spécifique, où on fait un petit volume, puisqu'on va sortir à peu près 1000 étudiants par an, alors que le système d'éducation nationale en forme plusieurs centaines de milliers. Donc c'est pas une substitution, si je voulais, c'est une sorte de patchwork, c'est une façon de résoudre un problème immédiat qui est quasi un problème de survie du secteur. Nous, on prend des gens et on forme les gens le mieux qu'on peut, c'est-à-dire qu'on les rend le plus différents possible les uns des autres. Tous différents, avec ou sans diplôme, cette école est accessible à tous, entièrement gratuite, et les profils des candidats sont parfois très éloignés du milieu informatique. Pour entrer à l'école 42, il faut tout simplement passer un examen qui dure 1 mois. Cora et Hugo pensent avoir leur chance. Ça veut dire que tu sauras à la dernière minute, le dernier jour, si t'es prise ou si t'es pas prise. T'as aucune idée là pour l'instant de ton niveau par rapport aux autres? Moi j'ai une idée de mon niveau par rapport aux exercices qu'on a fait, par rapport aux notes, puisqu'on a la liste de toutes les notes qu'on a obtenues aux exercices, aux examens et aux projets perso, aux projets de groupe. D'accord. Mais après, on sait qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Comme le fait de faire des corrections. En fait, les corrections, pour chaque journée, on doit se faire corriger 3 fois et être corrigé se faire corriger 3 fois et corriger quelqu'un 3 fois. Ça permet justement de soit expliquer ce qu'on a réussi à faire et que quelqu'un n'a pas réussi à faire, ou alors si la personne a réussi à bien avancer dans les exercices et qu'on n'en a pas rendu, elle nous explique comment elle a fait. C'est qu'il n'y a pas de prof? Non, il n'y a pas de prof. Mais donc, moi, je sais pas ce que c'est que de ne pas avoir de prof. Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant, mais en fait, on s'habitue assez vite. Des méthodes d'apprentissage nouvelles, pas de cours, pas de profs, mais des encadrants pédagogiques qui élaborent des exercices et contrôlent la progression des candidats depuis le bocal de l'école. David, bonjour. Bonjour. T'es quoi ici, puisque t'es pas un prof? Je suis responsable pédagogique. C'est-à-dire? Alors je suis ce qui se rapproche le plus d'un prof en pratique. La grosse différence, c'est que je vais pas avoir un amphi avec un cours magistral et plein d'étudiants qui m'écoutent. Au contraire, ici, moi, je vais être responsable de créer les contenus que les étudiants vont utiliser pour pouvoir travailler. Il n'y a pas une véritable relation étudiant-professeur, il n'y a pas cette gêne ou cette espèce de mur de verre qui va gêner un petit peu. Ici, on se parle normalement, on discute, quand ils ont des questions, on en parle. C'est plus de l'accompagnement que de l'enseignement en pratique. Ça revient un petit peu au vieil adage de donner un poisson à un homme et il mangera une journée, et prenez-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. C'est le principe ici, au lieu d'expliquer directement à l'étudiant comment est-ce qu'on résout le problème, on laisse réfléchir sur le problème jusqu'à ce qu'il finisse par trouver lui-même. Après 1 mois d'épreuves ininterrompues, il n'en restera que 800. 800 étudiants sélectionnés et recrutés pour intégrer la formation 42. Ils en sortiront dans 3 ans ou plus, sans diplôme officiel, mais avec la conviction d'avoir participé à une expérience hors norme. Voilà un reportage de plus qui fait réagir sur la toile, #FlashTalk. Il y a par exemple Claire Riop qui nous dit « Honnêtement, l'école 42, ça me tente trop ». Et peut-être que ça fait réagir Jean-Eudes qui fait partie de notre public. Alors une école sans prof, ça te fait rêver, toi ? Mais moi, je trouve ça vraiment admirable. Il faut permettre aux gens de pouvoir montrer leurs compétences, leurs valeurs, autrement que par les processus classiques et qui sont clairement désuets. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que ce soit quelqu'un de privé et non pas l'éducation nationale qui puisse mettre en œuvre ce genre de formations qui vont donner la chance à tout le monde et toujours passer par les mêmes circuits, les mêmes processus de sélection. Voilà qui devrait faire plaisir à Aziz Seni, par exemple, comme réaction. Je trouve que cette initiative de Xavier Niel, c'était une bonne initiative, bien évidemment, parce qu'on est en plus dans un secteur un peu particulier où, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais sur les compétences informatiques, de développement, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un diplôme? Cette formation de quelques mois peut bien évidemment aider. C'est une formation de 3 ans. 3 ans.
et à la fin, il n'y a pas de diplôme, mais quand vous sortez, la notoriété de l'école, l'image de Xavier Niels est tellement forte, et puis il y a quand même une sélection à l'entrée, même si elle est particulière, même si le processus est particulier, qui fait que si vous mettez ça sur votre CV et que vous cherchez dans ce secteur, tout le monde sait que grosso modo, vous êtes quelqu'un de bon. Donc oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éducation nationale doit tendre vers ça? Ça veut dire aussi, pas uniquement, mais ça veut dire, oui, l'éducation nationale doit se remettre en cause, effectivement, et réfléchir un petit peu à son adaptation, à cette vitesse à laquelle le monde va. Avalanche de tweets et qui vont faire plaisir à Aziz Seni. Il y a Alex Planchet qui nous dit: Aziz Seni, merci beaucoup pour votre intervention sur le plateau de Flash Talk. Aujourd'hui, c'est grâce à son réseau qu'on trouve un emploi. Ça, c'est sur le hashtag Flash Talk. Et il y a aussi cette question: est-ce qu'apprendre à réseauter serait une solution au chômage des jeunes? Faut-il uberiser Pôle emploi et les diplômes via une école comme 42? C'est compliqué. Alain Finkielkraut. Ça vous fait rêver comme ça, une école super moderne, sans prof? C'est-à-dire rêver au sens cauchemar du terme. Écoutez, Xavier Niel et Mathieu Pigasse incarnent cette nouvelle élite qui va nous faire regretter la vieille bourgeoisie. Et je voudrais dire que, et je le dis de manière assez solennelle, les start-up ne sont pas l'avenir de l'humanité. C'est vrai, il faut fonder sa start-up, merveilleuse start-up. Les start-up, voilà, elles flattent le touriste et le consommateur que nous sommes en nous offrant toujours de nouvelles possibilités. Mais ça, un jour, ce sera saturé. Il y a autre chose dans la vie que la toile. Il y a autre chose que les start-up. Quant à l'adaptation, je ne voudrais pas que ce soit le maître mot de l'éducation. Souvenons-nous du mot d'élève. Élève. Mais là, ce sont pourtant des élèves. L'école, donc l'école est un espace d'élévation, pas un espace d'adaptation. On voudrait transformer l'école des connaissances en école des compétences. Et je trouve ça extrêmement regrettable. L'idée, c'est d'apprendre différemment et aussi en échangeant. Mais écoutez, alors là, écoutez, c'est intéressant, apprendre en échangeant. Vous ne pouvez pas apprendre en échangeant puisque l'école n'est pas un lieu de communication mais de transmission. Il y a quelqu'un qui en sait plus que vous. Mais si on et à ça, ça, vous n'échapperez pas. Il y a une dissymétrie qu'on veut nous masquer. Croire que l'on va se désennuyer, apprendre mieux en s'agglutinant autour d'un écran pour fabriquer des programmes informatiques sur le développement durable ou d'autres sujets, c'est une illusion que les générations à venir risquent de payer très cher. Il manque des développeurs en France. Est-ce que c'est ça l'avenir? Est-ce que c'est l'avenir à travers l'école 42? On peut se poser la question de pourquoi est-ce que le système public n'occupe pas ce terrain-là. Exactement. Et puis moi je vois des choses quand même. Il y a 25 000 demandes, je crois, 80 000 demandes. Tout à fait, mais moi je vois des choses intéressantes sur la pédagogie. Je pense que quand on dit, et même que quand dans l'école ils expliquent qu'il n'y a pas d'enseignants, bon, c'est un petit peu un abus de langage. On le voit bien qu'il y a en tout cas des référents pédagogiques. Exactement. Et c'est juste que effectivement leur rôle est un petit peu différent. La méthode est différente. Et donc oui, alors là je comprends que Monsieur Finkielkraut s'arrache les cheveux. Par exemple, dans cette école il n'y a pas de notes. Alors comment on va faire sans notes pour expliquer qui est mauvais et qui est bon? Si on n'a pas de notes et que c'est pas arithmétique, comment on va pouvoir classer les gens en lui disant toi t'es deuxième, toi t'es 10e, toi t'es 15e, est-ce que t'as bien compris que t'étais le dernier et l'avant-dernier, est-ce que t'as peur là, est-ce que ça va t'aider à bosser un petit peu plus de l'école 42 sur le hashtag Flash Talk? Il y a par exemple Raph De Andréis qui dit sur l'école 42, pas de prof, pas de notes, 900 élèves et non pas 60 ou 80 000 comme vous disiez, mais 100 000 demandes. Et il y a Adeline aussi qui nous dit entrer et sortir de l'école 42 aura donc une bonne réputation. On aura donc une bonne réputation grâce à Monsieur Niel. L'école nationale et publique n'est donc pas assez glamour pour les grandes entreprises. C'est une vraie question. Notre camarade aussi, ça t'a fait réagir ce qu'on a dit sur le plateau? Oui, tout à fait. C'est quoi ton prénom, pardon? Livier. Lorsque M. Finkielkraut dit qu'il ne faut pas de communication élève-prof, comment peut-on alors espérer que les élèves réussissent? Comment peut-on répondre à leurs difficultés? Comment est-ce que les personnes qui viennent donc de classes moins favorisées peuvent réussir dans un système qui ne leur correspond pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas que la pédagogie, justement, s'inspire de certaines innovations pour que les étudiants réussissent mieux? Alain Finkielkraut. J'ai dit simplement que le paradigme de la communication ne devrait pas se substituer à celui de la transmission. L'école est fondée, c'est une institution qui est fondée sur une dissymétrie.
Et cette dissymétrie ne doit pas être niée. Si des méthodes pédagogiques la nient, comme elles le font, alors ça se traduit par un véritable désastre et il faut s'en tenir aux méthodes pédagogiques qui prennent acte de cette dissymétrie fondamentale. William Martinet, l'école de demain, elle ressemble à quoi? L'université de demain, elle ressemble à quoi? Le rôle d'une école de demain, c'est effectivement de faire de la transmission des connaissances, des savoirs, mais déjà en ayant une chose en tête, c'est qu'on peut aussi apprendre en faisant et pas seulement en écoutant. Et puis surtout, pour en revenir au numérique, en ayant en tête que les sources du savoir et de la connaissance ont changé. Et ça, je comprends que c'est parfois un petit peu déstabilisant pour les intellectuels en général, notamment pour les enseignants. Ils sont dans leur classe, ils sont devant des élèves et là, ils se rendent compte d'une chose, finalement, mon Dieu, il n'y a plus seulement eux qui ont du savoir. Le savoir, moi, évidemment, il est dans les livres, tout, et il est avec le numérique, notamment sur Internet. Et ça, parfois, ça crée des réactions de crispation, de repli, qui, je pense, sont contre-productives. Et voilà une dernière intervention que nous partageons avec vous grâce au hashtag FlashTalk, le hashtag que vous utilisez actuellement pour converser avec nous, réagir à cette thématique, à ce débat, mais aussi pour écouter ce que nous dit Firas, qui est arrivé grâce au hashtag FlashTalk, qui nous raconte une belle histoire. Bonjour. Je suis un étudiant en droit à l'Université Paris 1. Alors, comme je suis passionné par la politique, le débat m'a rappelé un exemple de la classe politique française. Manuel Valls, qui n'a qu'une licence en histoire, mais qui a su décrocher un bon boulot, qui est celui de Premier ministre. Je me rappelle que François Hollande a justifié son choix de Valls en disant qu'il a intégré l'école de la vie. Et l'école de la vie, elle est autant essentielle que le nombre des diplômes qu'on a obtenus. Tout ça pour nous dire que bientôt Firas deviendra Premier ministre de la France. Voilà, c'est ça. Vous pouvez l'applaudir, Firas, s'il vous plaît. Un petit mot pour conclure peut-être, Aziz Seni. J'avais envie de dire quelque chose sur Manuel Valls. Ce témoignage est sympa parce que ça tombe bien. La politique qui est menée actuellement et les résultats qu'on l'on voit prouvent qu'avec une licence ou en étant sorti de la botte de l'ENA, on peut être tout à fait incompétent pour résoudre les problèmes des gens. Donc il y a véritablement, la réponse, ce n'est pas le diplôme qui fait le résultat. C'est vrai, on va conclure là-dessus, je pense. Je pense que c'est une belle conclusion. Le message est envoyé en espérant qu'il nous écoute. Voilà, il peut tweeter avec le hashtag FlashTalk, hein, Manuel Valls, allez-y, on sait que vous adorez les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'émission ne s'arrête pas totalement maintenant, puisqu'elle continue sur les réseaux sociaux. Hashtag FlashTalk, et ben, on y retourne juste après, moi je vais tweeter. Merci à vous trois d'avoir participé à cette belle émission. Merci au public, évidemment. Merci à beaucoup vous pour vos interventions, pour vos sourires, pour vos remarques. Voilà, c'est la fin de FlashTalk. Rendez-vous très bientôt. Je voudrais remercier également Move, notre partenaire. Et puis voilà. Et puis on se retrouve très vite sur France O ou sur LCP. Salut. Merci beaucoup. Thank you.